Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le point lecture du mois d'octobre. J'ai commencé le mois d'octobre par beaucoup de lectures de bandes dessinées, notamment La nuit est belle, qui était une très bonne bande dessinée. Je ne l'ai pas en physique, je l'ai lu numériquement. Pour vous faire un résumé, La nuit est belle, on va d'abord commencer avec deux personnes qui sont sur le point de rater leur avion. Et ils vont devoir patienter encore une nuit jusqu'à prendre leur prochain vol. Et en fait, la force des choses va faire qu'ils vont passer la nuit ensemble et rencontrer d'autres personnes. C'était trop bien. Je veux pas trop vous en dire. Il y a un petit côté, je dis road trip, mais sur une nuit. Il se passe des événements un peu loufoques, un peu paranormaux. Et en fait, cette BD était trop chouette à lire. Je veux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Mais c'était vraiment une pépite. Je pense que ça a été un petit coup de cœur. C'est pas le coup de cœur, mais j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture devant cette BD. Voilà, je vous la recommande. Si vous êtes friand de bande dessinée avec des très jolis dessins, si vous êtes fan de Oscar Wilde, on parle de lui dans la BD, et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai également lu Le jour du caillou, qui est une autre bande dessinée que j'avais très envie de lire cette année, et déjà les dessins, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était beau. C'était trop beau. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans le cirque. Et en fait, son meilleur ami l'a abandonné il y a environ un an, quelques mois. Et en fait, un jour, son meilleur ami réapparaît. Sauf qu'à ce moment-là, elle jette un caillou dans le lac et son ami disparaît. Donc au début, elle pense qu'elle a halluciné. Elle se dit non, mais il n'était pas vraiment là. J'ai cru qu'il était là parce que je pensais à lui, mais en fait, il n'était pas là. Et en fait, le lendemain, elle jette à nouveau ce caillou et son ami est à nouveau là. Et en fait, elle ne se rappelle pas, mais nous, on comprend, lecteur, que cette journée, c'est un jour sans fin, en fait. Et cette journée se répète, se répète, se répète, et en fait, son ami, lui, sait qu'à chaque fois qu'elle va jeter ce caillou, ils vont s'éloigner. C'était vraiment une bonne lecture aussi. C'est une histoire que j'ai adorée parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une rupture amicale et du fait qu'on n'arrive pas à s'en remettre, forcément. Que, en fait, c'est douloureux, voire plus qu'une rupture amoureuse, parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez passé des années de votre vie. Vous pouvez avoir passé des années de votre vie avec quelqu'un que vous aimez amoureusement, j'entends parlant, mais une amitié, vous aimez quelqu'un d'une manière tellement particulière qu'en fait, notre héroïne, elle s'est pas remise. Et c'est pour ça qu'elle est autant en colère contre je veux dire, son ancien meilleur ami. Et en fait, j'ai adoré que cette BD parle de ce sujet. Et au début, pour vous dire, c'était tellement confus leur relation que j'ai cru que ça allait parler d'amour. Mais non, non, c'est bien une histoire d'amitié. Et j'ai adoré cette BD. Je l'ai trouvée tellement touchante. C'était vraiment trop bien. Du coup, vu que j'ai tellement aimé les dessins, je vous mettrai qui a illustré cette bande dessinée que j'adorais. J'ai vu qu'il y avait aussi Lointain Rivage que j'avais déjà remarqué en librairie. Donc là, je me suis dit, non, mais c'est l'occasion. Je vais lire cette BD tant que je suis lancée sur cette illustratrice, dessinatrice que j'adore. Rivage lointain, c'est une histoire d'amour entre deux mafieux. Et ça va être l'histoire de leur amour sur des années et l'évolution de leur relation. Bien sûr, dans un milieu où ils ne peuvent pas assumer pleinement leur amour. C'était incroyablement bien. Il y a un des personnages que j'ai tellement aimé. Je pense que je vais m'en rappeler encore longtemps de cette bande dessinée parce que j'avais l'impression de regarder une série tellement c'était bien écrit, bien amené, j'étais tellement dedans. Rivage lointain, c'est une excellente bande dessinée. Si vous aimez les histoires d'amour entre hommes, si vous aimez les mafieux, si vous aimez les belles illustrations, si vous aimez les intrigues et des rebondissements, cette BD est incroyable. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas lu plus tôt, je pense que j'appréhendais, je me suis dit, oh, j'ai peur que ça soit peut-être cliché avec les mafieux, tout ça. Non, c'était extraordinaire, en fait, les personnages étaient si bien écrits. C'était incroyablement bien. Je ne pourrais pas mieux vous la recommander. Ensuite, j'ai lu en bande dessinée jeunesse Mimouche, tu veux te battre. Je l'avais vu, pareil, en librairie. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, malheureusement, perd dans un accident de voiture sa sœur jumelle. On est quelques années plus tard et en fait, elle a repris la place un peu de sa sœur dans ce qu'elle pratiquait en activité extrascolaire, c'est-à-dire la danse. Sauf que, notre héroïne, elle n'est pas douée en danse. Non seulement elle n'est pas douée, mais en plus elle n'apprécie pas forcément de faire de la danse. Sauf que sa mère avait un lien tellement particulier avec sa sœur qui, elle, aimait la danse. C'était vraiment le point central de sa relation avec sa mère. En fait, c'était un peu pour faire plaisir à sa mère qu'elle a accepté de faire ça. Sauf que sa mère, on comprend qu'en fait, avec la mort de sa fille, elle est devenue surprotectrice. Et notre héroïne, elle va commencer à se passionner pour la boxe. Sauf que vous doutez bien, avec une mère surprotectrice qui a perdu une fille,
Sa mère, elle va être complètement opposée au fait qu'elle fasse de la boxe, sauf que notre héroïne, bah, elle va un peu aller à l'encontre de ce que veulent ses parents. Désobéir à ses parents, ça fait partie de l'adolescence de chacun. C'était une BD très touchante, j'ai beaucoup aimé. Même s'il y a un des personnages, elle a un ami, lui, il m'a trop saoulé, j'ai pas compris. Bref, un détail important aussi, c'est que notre héroïne, elle a arrêté de grandir depuis la mort de sa sœur, du coup, elle est assez petite, assez frêle. C'est pour ça que la BD s'appelle Mimouche, c'est la catégorie. Des fois en boxe on dit poids plume, voilà, bah Mimouche c'est une catégorie de boxe. Quand on voit cette jeune fille toute frêle, on ne s'imagine pas qu'elle pourrait faire de la boxe, mais en fait c'est vraiment quelque chose qui va la passionner et c'était très mignon dans ce que ça proposait, ce que ça apportait. Voilà, ça parle du deuil, du fait d'avancer dans la vie quand, bah, en plus, c'est sa sœur jumelle qui est morte, donc elles étaient très proches. Elle était un peu dans l'ombre de sa sœur, depuis qu'elle est morte, elle est dans la lumière, mais en fait, c'est un rôle qui lui plaît pas. Elle est surprotégée. Il y avait plein de thèmes abordés dans cette bande dessinée. Alors, c'est un tome 1, il y aura une suite. J'espère qu'il sortira l'année prochaine, s'il vous plaît. C'était vraiment très bien. J'ai lu d'or et d'oreiller. Je ne sais plus qui a illustré cette BD, mais croyez-moi, c'était magnifique. Vraiment, les dessins, je suis restée bouche bée devant. Et c'est une adaptation du roman de Flore Vesco. J'avais déjà lu de Flore Vesco de Capet de Mots. J'ai la BD de Capet de Mots, mais j'ai quand même lu le roman. Le roman était excessivement bien. La BD est très bien aussi. Je vous recommande les deux en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais à chaque fois qu'ils vont adapter une œuvre de Flore Vesco en bande dessinée, il faut que je l'achète parce que c'est systématiquement excellent. Je l'ai encore lu en digital, mais je pense que je vais le mettre sur ma wishlist des BD à avoir dans ma BD Tech parce que c'était trop bien. C'est une réécriture de La Princesse au petit pois. Nous, on va suivre une jeune fille qui travaille dans une maison où elle sert 3 jeunes filles. C'est vrai que les 3 jeunes filles sont invitées à aller dormir au château du prince pour y passer une nuit dans une chambre seule spécifique. Beaucoup de mères refusent d'envoyer leurs filles seules, sans chaperon, dans le château d'un prince que personne ne connaît. Leur mère les pousse à y aller et la jeune servante qu'on suit va les accompagner. Chacune d'elles va se faire recaler jusqu'à la fameuse servante. Le prince va lui dire qu'il n'y a pas de problème, lui il cherche une épouse, donc il regarde pas vraiment si c'est une princesse ou pas, lui ça le dérange pas. Et du coup, elle passe l'épreuve et elle réussit. Et là va commencer à y avoir quelque chose d'un peu mystérieux. On sent que la maison est assez menaçante, qu'il y a peut-être un problème avec ce lieu. J'ai pas trop envie de vous divulgacher du coup la chute de l'histoire, mais c'était assez surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça. C'était assez sexy. Cette histoire entre eux, on sent qu'il y a quelque chose qui naît entre les deux, il y a ce flirt, mais sans trop y aller vraiment, et c'était extrêmement agréable à lire, et j'ai vraiment un gros coup de cœur, cette BD, c'était trop bien. Du coup, j'ai un peu envie de lire le roman, parce que je me dis, mais si j'ai autant aimé la bande dessinée, je vais adorer, c'est sûr, le livre. Mais voilà, je vous la recommande vraiment chaudement si vous êtes fan de romans graphiques, d'univers un peu mystérieux, de romance aussi également. L'ambiance de la bande dessinée était assez surprenante. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que c'était beau. J'ai également lu la bande dessinée Nimona. Si vous n'avez pas vu le film, il faut le regarder. C'est un des meilleurs films d'animation Netflix depuis très longtemps. C'est queer, c'est dans un royaume, mais il y a de la science-fiction. C'est incroyable. J'adore ce film. Je pense que c'est un de mes préférés de tout Netflix, de tout le catalogue. Nimona, c'est trop bien. La bande dessinée, ça faisait un moment que je me suis dit, il faudrait que je la lise. Et j'étais assez surprise parce qu'au début, on dirait presque un peu des strips. On a la mise en contexte du coup de la rencontre de Nimona avec, je vais dire, le vilain. Il y a quelqu'un, c'est un criminel recherché dans le royaume, et Nimona vient le voir et lui dit « Ouais, boss, je veux bosser pour vous ». Et en fait, il va naître une espèce d'amitié improbable entre ce malfaiteur qui attaque le royaume via des idées. C'est un peu le savant fou. Il fait des inventions, des plans sur la comète pour emmerder la royauté finalement. Alors le film, on sent de grandes inspirations de la bande dessinée, mais on sent que la bande dessinée, c'est les bases et que le film, ils sont partis sur un peu autre chose, même si dans les grandes lignes, c'est la même histoire. C'est assez différent. Donc vous pouvez lire la bande dessinée si vous n'avez pas vu le film. Enfin, il y a un chevalier qu'on voit beaucoup, qui a une certaine importance. Il est beaucoup mieux dans le film que dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée, on comprend, on sous-entend, mais on ne voit jamais concrètement certaines choses. Et dans le film, c'est beaucoup plus mis en avant. En fait, les deux œuvres se complètent plutôt bien. Donc si vous avez aimé, je pense, le film, vous aimerez la bande dessinée. Si vous avez aimé la bande dessinée, vous aimerez le film. Et c'était encore une fois une excellente BD.
Et je vais finir avec les BD avec Disgrâce. Si vous aimez l'univers Bridgerton avec des scènes un peu olé olé, cette BD va vous plaire. Si vous aimez aussi le côté queer, il y en a dans cette bande dessinée. On va suivre une jeune femme qui se marie avec un homme qui clairement l'épouse pour sa fortune. Sa demeure est en ruine, il a une sœur qui ne sort plus de chez elle. On comprend que c'est complètement un mariage arrangé. Elle, pourquoi est-ce qu'elle a accepté ce mariage arrangé? Eh bien, il s'avère que des rumeurs circulent sur elle depuis un certain temps, comme quoi elle aurait eu une liaison avec un homme qui s'est malheureusement marié depuis. De peur de ne jamais trouver d'époux, elle saisit un peu la dernière occasion qu'elle a de se marier avec cet homme. Et en fait, on comprend qu'ils se mettent un peu d'accord sur les termes de leur mariage. Sauf que elle a ce côté, je vais dire un peu Madame Bovary, où elle lui dit bah, si ça vous va, chacun fait sa vie, mais moi j'ai envie d'être vraiment aimée moi dans ma vie. J'ai envie que quelqu'un m'aime vraiment et lui, il lui dit bah moi je peux pas vous promettre ça, je peux pas vous promettre qu'on s'aimera, je peux vous promettre le respect et beaucoup de choses, mais je ne peux pas vous garantir de vous aimer passionnément comme vous voulez. Donc ils se mettent d'accord pour un certain temps, le temps de retaper la demeure du Lord et peut-être après chacun vivre sa vie dans son coin. Bon, vous vous doutez bien que ce n'est pas ce qui va se passer. Alors, je tiens à vous prévenir, personnellement, au début, j'ai eu un peu du mal à accrocher au dessin. Je me suis dit, ah, c'est pas vraiment ce à quoi j'ai l'habitude. Et en fait, au bout d'un moment, on s'y habitue. Moi, je sais que ça m'arrive souvent au début, je vais trouver les dessins bizarres ou je suis pas habituée. Et là, ça me l'a fait au début et à la fin, j'étais en mode, non, mais j'aime bien le style, en fait, de cette BD. Donc, pareil, Disgrâce, je pense, c'est un petit coup de cœur parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'ai vraiment beaucoup apprécié. En fait, cette BD, je ne m'attendais à pas grand chose. J'étais positivement charmée par cette bande dessinée. En fait, je me rends compte, j'ai lu que des bonnes BD ce mois-ci, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Mais c'est un format que j'aime beaucoup, la bande dessinée. Ensuite, du coup, j'ai terminé avec les bandes dessinées. J'ai lu un manga, mais pas des moindres. The Summer Hikaru Dai, le tome 6, bien évidemment. J'étais ravie d'aller le chercher. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais j'aime trop le fait que ce soit un personnage et une couleur. Ce bleu est magnifique. Vraiment, j'adore. Ce bleu nuit là, je suis fan. Bref, The Summer Hikaru Dai, je ne peux pas vraiment vous en parler sans vous spoiler le tome. The Summer Hikaru Dai, c'est l'histoire de Hikaru qui, malheureusement, est décédé quelques mois plus tôt. Et quelqu'un l'a remplacé. Son meilleur ami, Yoshiki, va s'en rendre compte donc 6 mois plus tard, au mois de juillet, donc pendant l'été. Et il va se passer des choses entre les deux garçons. Donc le personnage sur la couverture, c'est un de leurs camarades de classe avec qui ils sont amis. Et le tome va un peu tourner autour de lui et de choses qui lui arrivent. L'histoire va pas mal avancer dans le côté le pourquoi du comment. J'ai beaucoup aimé et en même temps ça reste, à la fois j'ai l'impression que plus on en apprend et moins je comprends ce qui se passe. Donc c'est assez frustrant. Mais je pense qu'on comprendra pas jusqu'à ce que la série se termine. J'ai hâte de lire le tome 7 qui ne sortira probablement pas cette année malheureusement. C'est vraiment ma série coup de cœur en termes manga, j'adore. J'avoue que ce tome m'a un petit peu moins plu que les précédents, mais ça reste dans la continuité, il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. J'ai quand même passé un bon moment de lecture. En fait, j'ai tellement de questions qui sont sans réponse, en suspens. Je vais pas trop vous en dire, mais sachez que c'est un excellent manga. Je vais faire un point webtoon parce que j'en lis beaucoup trop. J'ai dû investir des coins dedans, donc je vous en parle, mais c'est une série malheureusement qui est payante. Cette vilaine est un homme. Je vous ai dit dans d'autres vidéos que j'aimais beaucoup en fait les histoires où il y a un personnage qui cache son genre et du coup ça a un impact sur tout le récit. C'est vraiment des choses que j'adore. J'adore quand un personnage est obligé de cacher sa véritable identité en termes de genre. Ce vilain est un homme. On va suivre Becky. Quand quelqu'un est mort et se réveille dans un autre monde, je crois que c'est un isekai. Et bah Becky, elle a des souvenirs de sa vie précédente où elle est morte assez jeune, je crois qu'elle n'a pas atteint l'âge adulte. Et du coup, elle s'est réincarnée en jeune noble. Sauf que problème, sa famille est désargentée et la vend à une famille de riches. Pas n'importe quelle famille de riches, la famille de l'impératrice. Pour être littéralement la copine de sa fille, on comprend très vite que l'impératrice a des idées derrière la tête et qu'elle compte complètement se servir de Becky à un moment ou à un autre. Becky va devenir amie avec la princesse. Sauf que cette princesse a un secret, c'est que elle est un homme. On comprend en fait dans l'histoire que il avait une sœur jumelle et dans le royaume, il y a de la magie. Et les créatures magiques qui ont béni la famille de l'impératrice donnent du pouvoir à ses filles.
Sauf que, bah, sa sœur jumelle, malheureusement, à ce garçon, est morte quand elle était jeune. Du coup, au lieu de faire croire que la princesse est morte, ils ont préféré faire croire que c'est le fils qui est mort. Sauf que on se retrouve avec un garçon qui prend le rôle de sa sœur, alors que, bah, il ne peut pas pratiquer la magie comme une fille. J'ai l'impression de très mal vous le vendre. C'est un friends to lovers, parce que lui, il est fou amoureux de Becky, mais il ose pas lui dire, parce que du coup, elle le prend pour une fille. Tandis que Becky, elle, c'est sa meilleure amie. Et en fait, il va se passer des événements assez graves. Et finalement, Becky va prendre la décision de s'enfuir avec la princesse. Et de là, va s'écouler des péripéties. J'ai bien aimé l'histoire, même si j'ai trouvé la fin un peu, j'ai envie de dire farfelue. Mais il y a des œuvres de saga qui se concluent avec des choses plus farfelues que ça. J'ai trouvé que c'était relativement un bon webtoon. Est-ce que je m'en rappellerai encore dans 6 mois? Bon, peut-être pas. Mais j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai pris mon temps pour le lire, je tiens à le dire. Vu que je vous ai dit que je l'avais acheté, je l'ai pas binge-watché non plus. J'ai quand même pris mon temps. Bon, la série est terminée, il y a une conclusion. Je vais dire que ça m'allait, mais ça m'a pas transcendé, voilà, plus que ça. J'ai commencé une super série qui s'appelle La fiancée du vilain. Celle-ci, je l'aime beaucoup. La fiancée du vilain, c'est l'histoire de Regina qui, elle aussi, a connu une vie antérieure, donc un isekai, et elle se réveille dans le roman qu'elle a lu quand elle était encore vivante dans son ancienne vie. Et en fait, elle se réincarne dans le corps de Regina. Sauf que Regina, elle sait que c'est un des premiers personnages qui meurt. En fait, elle n'est pas l'héroïne de ce roman. Rosie Sota, sa meilleure amie, est l'héroïne du roman. Mais elle est la meilleure amie qui meurt au début du livre. Parce qu'elle surprend un meurtre un soir orchestré par Arsène, un lord qui s'avère être le demi-frère de l'empereur, qui sert l'empereur et qui commet ce meurtre pour l'empereur. Sauf que elle pense avoir fui le lieu du crime sans s'être fait remarquer, mais Arsène l'a malheureusement complètement grillé. Au lieu de la tuer, il va lui forcer la main en lui disant « épousez-moi » pour protéger entre guillemets ses secrets. Elle, au début, elle est terrorisée parce que elle pense qu'il va la tuer et d'ailleurs il la menace, donc elle a raison de croire qu'il va la tuer. Sauf qu'en fait, Arsène va vraiment commencer à s'attacher à elle et se dire que bah en fait il aime bien Regina. Et il s'avère que Regina va même découvrir qu'elle a un pouvoir magique que le personnage n'a pas de base. Et en fait, elle va se rendre compte que l'histoire qu'elle connaît bah, va complètement évoluer vu qu'elle est encore en vie. Elle n'est pas morte, elle est même fiancée à un potentiel meurtrier. Et en fait, j'aime trop ce webtoon parce que je trouve qu'elle a des réactions logiques. Son fiancé l'a littéralement forcée à se fiancer avec elle. Donc, elle le craint, elle a peur de lui, mais en même temps, elle est un peu attirée, mais elle assume pas d'être un peu attirée. Elle est en mode, je suis terrorisée par ce type. Du coup, elle va élaborer un plan pour s'enfuir. Et pourtant, vous pouvez être sûr que 99 des commentaires de ce webtoon seront des gens qui se plaignent que l'histoire d'amour n'avance pas et que l'héroïne est stupide. On serait pas dans une œuvre, elle aurait des réactions normales en fait, cette femme. Du coup, ça m'a un peu saoulée et j'ai même arrêté de lire les commentaires parce que vraiment, dire qu'elle est stupide alors que la meuf a juste un instinct de survie, vraiment, ça m'a trop gavé. Vraiment, Webtoon, des fois, j'adore parler dans les commentaires. Là, j'étais vraiment très agacée des commentaires des lecteurs. Donc La fiancée du vilain est un très bon webtoon que je vous reconseille chaudement. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la tournure que prend le webtoon. C'est très très sympa. Taming the Markness. C'est l'histoire de Lala Nora qui est d'une famille bourgeoise mais assez campagnarde. Et un jour, elle se rend à une vente aux enchères et elle sauve de l'esclavage un jeune garçon. Sauf que nous, on sait que ce jeune garçon, c'est un homme adulte qui a été transformé en enfant parce que le seigneur qu'il sert s'est rendu compte qu'il était peut-être un danger pour lui maintenant qu'il avait accompli sa quête. Elle va lui sauver la vie, elle va prendre soin de ce jeune garçon, sauf que ce jeune garçon, il n'a connu aucun amour, aucune tendresse, même quand il était jeune, donc maintenant je vous ai dit que c'était un homme adulte, hein, mais même dans sa jeunesse, il n'a jamais connu ça. Au début, il se méfie beaucoup de Lala, parce qu'il se dit que forcément, elle attend quelque chose de lui, qu'elle fait ça pour un but et tout, une bonne raison, et en fait, il s'avère que pas du tout. Lala Nora, bah, elle est du genre à aider son prochain. Et en fait, il va très vite s'attacher à elle. Ils vont vraiment nouer une relation tous les deux. Et en fait, malheureusement, un jour, il va y avoir un incendie. Et il va sauver la vie
grâce à sa magie, aux gens de la maison de Lala, sauf que Lala va être persuadée que ce jeune garçon est mort dans l'incendie. Il s'est écoulé quelques années, Lala et sa famille ont reconstruit le manoir qui a malheureusement brûlé pendant cet incendie, et elle va faire la rencontre du duc Dick. Et en fait, le duc ressemble comme deux gouttes d'eau à ce jeune garçon. Bon, nous on sait, lui il sait, elle sait pas. Voilà, et en fait de là, on comprend que le duc est complètement fou amoureux de Lala, qu'il a envie d'être avec elle, sauf que elle, c'est un gars qu'elle connaît pas, qui est sympa avec elle du jour au lendemain. Tout le monde lui fait une réputation horrible, comme quoi il aurait massacré des gens pendant la guerre. Il aurait détruit un royaume, rien que ça. Elle est un peu en mode, ouais, il y a le type chelou qui a l'air de s'intéresser à moi, mais qui est gentil. Donc elle comprend pas trop. C'est un super webtoon. Moi, je passe un délicieux moment à chaque fois que je le lis, parce que Lala, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui ne rougit pas à la moindre occasion. Au début, quand elle comprend pas pourquoi il est sympa avec elle, parce qu'elle comprend pas qu'il la drague, il la drague. Il essaie de la courtiser. Lala, elle est assez cool, parce que c'est une femme qui, de base, ne veut pas se marier. On apprend que quand elle était petite, elle était assez forte et qu'en fait, ça lui a valu beaucoup de moqueries. Donc, elle veut pas se marier parce qu'elle dit les gens qui se moquaient de moi quand j'étais enfant, une fois adulte et que j'ai perdu du poids, ils sont venus me demander en mariage parce que physiquement, maintenant, je leur plaisais. Et elle l'a refusé. Et en fait, elle vient d'une famille, du coup, ils fabriquent des armes. Et en fait, elle aime être dans la forge. Donc on la voit souvent en pantalon. Elle est dans la partie 2, la saison 2, elle est plus en robe. Mais je l'adore quand elle est en pantalon, quand elle forge. Enfin, elle a vraiment un vrai caractère. Le comte Dick n'a rien à lui apporter plus qu'elle n'a déjà. Elle est heureuse dans sa famille, avec ses frères et son père. Elle a la forge. Elle gère du coup le commerce d'armes. C'est assez intéressant. Et je vais arrêter de parler de ce webtoon, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup comment sont écrits les personnages, même si la seule raison qui m'exaspère un peu dans ce webtoon, c'est pourquoi ne pas lui dire que tu étais ce jeune garçon. Pourquoi lui cacher forcément cette information? En plus, on ne sait pas pourquoi il tient tant à lui cacher cette information, alors que elle, on comprend qu'elle est traumatisée par la mort de cet enfant, elle a l'impression que c'est de sa faute. C'est vraiment un bon webtoon. Moi, j'aime. Chaque jour, je suis trop contente de débloquer mes épisodes. J'ai relu, mais je vais vous passer très brièvement, j'ai relu Poème en bordel, vu que c'était un petit recueil de poèmes. Je l'ai relu en tout début du mois. J'ai pris juste quelques petites annotations. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, je l'ai un petit peu annoté. J'avais envie, d'une relecture à froid après avoir lu une première fois les poèmes du coup de Maë-Anne Touraine. C'était toujours aussi bien, même à la deuxième lecture. En plus, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je l'ai déjà relu. Ensuite, j'ai lu sur ma liseuse, ce mois-ci, j'ai lu 2 livres. Le premier, c'est Lucia Diluvia. Que vous en dire? Voilà, ça va être... Je vais essayer d'être concise dans mon avis sur ce livre. Vous ne l'avez pas en couleur, du coup. Je vous mettrai la couverture en couleur là pour que vous voyez. Pour vous faire le résumé, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est entourée par la magie. Sa mère est une louve-garou. Sa sœur a l'air d'être une créature un peu, on va dire, à la Jekyll et Mr. Hyde, où elle peut se transformer d'un seul instant en espèce de monstre. Son frère a le pouvoir de disparaître et de devenir invisible. Son père est un moire. Sa grand-mère est une sorcière qui refoule ses pouvoirs. Bref, elle vit entourée d'une famille au pouvoir magique, sauf qu'on comprend très vite qu'elle fait aussi partie d'une famille violente, autant psychologiquement que verbalement que parfois physiquement. Et on va suivre l'histoire du coup de Lucia Diluvia qui, à l'école, va enfin réussir à intégrer un groupe d'amis. Finalement, réussir à devenir elle-même en dehors du cocon familial. Il y a plein de choses que j'ai aimées dans ce livre. Par exemple, j'ai aimé voir Lucia devenir amie avec ses autres adolescents. J'ai aimé le fait que sa meilleure amie a l'air de comprendre en partie ce qu'elle traverse parce qu'elle-même a eu des soucis de famille. C'était très dur à lire parce que j'ai pas lu beaucoup de romans où on raconte le point de vue d'une enfant, les violences qu'elle subit par ses parents. Des fois, c'est complètement gratuit, en fait. C'est juste que la violence, elle est omniprésente, elle est là. Et moi, ça m'a heurtée en tant que lectrice, mais c'est parce que
c'est quelque chose aussi de réaliste. Quand je lis une énorme scène de bataille, dans un roman de fantasy, je suis triste quand les personnages meurent, mais ça reste fictif. Tandis que là, ça pourrait être la vie concrète de quelqu'un et ça, c'est terrible. Bah, si c'était réaliste, ça serait encore plus dur, mais là, le fait que ce soit, des moires, des loups-garous, ça adoucit un peu le trait parce qu'il y a ce côté fantastique. J'ai envie de vous parler de sa relation parce que Lucia aussi, elle va tomber amoureuse d'un garçon de son groupe et ça va être un peu son premier amour et elle va vouloir à tout prix protéger ça de tout le reste, de toute la noirceur qui se dégage de la maison où elle habite. Même la maison est magique et en fait, déjà, je vais vous dire, j'ai quand même aimé l'écriture, du coup, je vous ai pas dit de qui. Le livre est de Célia Garino. J'ai aimé sa plume. C'était très agréable à lire, très fluide, je l'ai lu en 2 jours. Par contre, en fait, j'ai beaucoup envie de vous parler de la fin du livre. Bon, déjà, il y a une chute à la fin du livre que je m'attendais à voir. Je l'ai vu arriver, mais étonnamment, quand c'est arrivé, ça a quand même eu ça m'a quand même choquée. Je savais que ça allait arriver, mais quand ça arrive, ça a quand même réussi à me surprendre. Le livre parle clairement, tout le thème du livre, c'est la violence, au sein d'une famille, enfin la violence des parents sur leurs enfants. Et il y a même pas eu un petit message à la fin du livre pour dire si vous connaissez ou si vous vivez des choses similaires, appelez le 119, je crois. Ça m'a beaucoup étonnée parce que du coup, c'est tout le propos du livre, donc peut-être faire un peu de prévention. Et du coup, là, je vous préviens, je vais spoiler. Donc, alert spoiler, je mettrai un bandeau tout le temps où je serai dans la partie spoiler. Si vous voulez passer cette partie, passez-la. Bon, Lucia Diluvia, on comprend que ses parents sont violents avec elle. Son père et sa mère sont violents, mais de manière différente. Son père, en fait, on dirait juste qu'il aime pas ses enfants, que ça le dérange d'être là et que ça le dérange qu'ils soient là, en fait, qu'ils existent. Mais en même temps, il veut toujours tout contrôler. Et sa mère, à l'inverse, elle sait qu'elle l'aime. Sa mère l'aime, mais sa mère, elle aussi, est violente avec elle et elle a ce besoin. En fait, à un moment, elle leur dit, mais moi, en fait, mes enfants, c'est toute ma vie. Mais du coup, elle les restreint. Elle n'a pas envie. Lucia, elle peut pas sortir voir ses amis. Elle sait que ça sera un drame, que ses parents vont se mettre en colère, que elle aussi, elle a une certaine emprise sur sa fille. Et Lucia, a plusieurs fois dans le roman, on comprend qu'elle défend sa mère, qu'elle dit non, mais ma mère, elle est gentille, c'est juste parce qu'elle est avec mon père. Mais sa mère et son père, il y a cette espèce d'énergie où ils sont tous les deux mauvais et le fait qu'ils soient ensemble, ils continuent à tirer en fait le mauvais l'un de l'autre. Par exemple, Lucia, à un moment, elle va finir par demander à ses parents si elle peut aller à une soirée. Elle le demande à sa mère parce qu'elle sait qu'avec sa mère, ça se passera mieux. Sa mère lui dit tout de suite, il faut que tu en parles à ton père. Et on comprend que sa mère n'a pas envie qu'elle y aille, mais que si elle lui dit non, elle passera pour la méchante. Donc, elle va la pousser vers son père. Sauf que son père finit par lui dire, fais ce que tu veux, je m'en fiche. Et là, sa mère intervient, dit non, mais tu peux pas dire ça. Et on comprend que du coup, il y a cette dynamique entre eux où le père, il en est à un stade où il les aime pas, ses enfants. Mais à la fin, il finit presque par s'en fiche. Il s'en fiche, en fait, de ses enfants. C'est tellement bizarre, la dynamique de ce couple. En fait, ils se renvoient toujours la balle. Ils vont finir par être d'accord contre leurs enfants. Mais à la fois, ils sont tout le temps en train de se disputer. J'arrive pas à bien vous l'expliquer. À vous expliquer que parfois ils font équipe contre leurs enfants et parfois, à l'inverse, ils vont défendre leurs enfants. Enfin, plutôt la mère va prendre la défense des enfants du coup et être contre son mari. À la fin du livre, Lucie, elle va passer en terminale et il s'est passé beaucoup de choses dans le livre. Mais on comprend que elle commence à aller mieux dans sa peau. Donc c'était assez cool à constater dans l'épilogue, mais en fait, elle dit qu'elle a plus qu'un an à tenir et après, en gros, elle partira. Et le livre se termine là-dessus. Et j'étais en mode, mais c'est ça la conclusion de ce livre? C'est on a des parents violents, on ne demande pas d'aide extérieure à d'autres adultes peut-être, ou il y a un moment j'ai cru qu'elle allait en parler à une de ses professeurs, mais en fait elle ne l'a pas fait. J'ai pas du tout aimé la conclusion de ce livre parce que c'est littéralement serre les dents, attends que ça passe. Bah non en fait, les enfants ils ont des droits. Vous avez pas le droit de maltraiter vos enfants. Et moi, ça m'a beaucoup choqué que le livre se conclue comme ça, en mode, bah, faut attendre que le temps passe et faut attendre d'être adulte et enfin s'éloigner de ses parents toxiques. Il n'y a pas que Lucia Diluvia qui souffre de la situation, il y a aussi sa petite sœur. Sa petite sœur, elle est au collège, elle a encore au moins 5 ou 6 ans à tirer avant de pouvoir partir. Donc quoi, on part tous, on abandonne celui qu'il y a derrière. J'ai pas du tout aimé la conclusion de ce livre. Voilà, je le dis. Et je vous ai dit, il n'y a même pas de message préventif à la fin, ce qui aurait pu être bien.
Après ça c'est resté une lecture, du coup, qui a été assez difficile à lire, mais pas, par, son style, pas par ses propos, en fait. Vous allez peut-être vous dire: «Mais pourquoi tu as lu ça?» Eh bien, il s'avère que dans le résumé que j'ai lu, j'étais persuadée que Lucia allait intégrer un groupe d'amis et je vous ai parlé de sa meilleure amie qui, du coup, a connu aussi des violences, familiales. J'ai cru qu'il y allait avoir une romance avec sa meilleure amie. Je saurais pas vous l'expliquer, mais vraiment, dans le résumé, moi j'ai complètement cru que ça allait être un livre queer et j'ai complètement cru, en lisant le résumé, qu'elles allaient tomber amoureuses. Et en fait, c'est pas du tout. Elles tombent amoureuses d'un garçon du groupe. Donc j'étais déjà un peu déçue par certains aspects du livre, mais alors que je sais pas pourquoi j'ai interprété que ça serait un livre queer en lisant le résumé et que le livre était absolument pas queer, bon bah j'ai aussi été déçue un peu du contenu, mais après je me suis dit c'est moi qui ai interprété. Et c'est marrant parce qu'après j'ai recherché le résumé sur internet et il s'avère que je suis tombée sur un autre résumé où à la fin c'est marqué que dans son groupe elle rencontre un garçon et que ça va être son premier amour. Donc je me suis dit je suis juste pas tombée sur le bon résumé. Après ça reste, je pense que je suis quand même un peu contente d'avoir lu ce livre parce que c'est pas une lecture que je me serais tournée comme ça, là-dedans. Je sais pas trop quoi penser de ce livre. En fait, je l'ai bien aimé, mais il y a certains points qui m'ont dérangée. Parce que pareil, j'ai pas envie de vous parler de l'histoire d'amour qu'elle a avec ce garçon, mais c'est un point très important de l'histoire. Et en fait, quand ça s'est terminé, ça m'a fortement agacée, mais j'ai compris que ça n'aurait pas pu aller autrement. C'était assez évident que ça allait se finir comme ça. Je crois que ce qui m'a le plus dérangé dans ce livre, c'est qu'il pourrait être terriblement réaliste. Il y a vraiment des enfants qui subissent ça, et c'est ça qui m'a le plus, je pense, mis mal à l'aise. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le livre. C'est juste le sujet qui me travaille. Je ne sais pas si je vous le recommanderais. Si vous sentez l'envie, je pense qu'il est assez intéressant à lire. Moi, je suis assez mitigée. Ce livre m'a fait ressentir de vraies sensations, de vraies émotions, donc je pense que quelque part il a réussi son objectif de livre. Je pense que c'est une histoire qui m'aura quand même un peu marquée et je pense que je vais pas l'oublier aussi facilement que d'autres livres que j'ai lus cette année. Donc ça restera quand même un livre un minimum marquant pour ma part. Tant que je suis sur ma liseuse, du coup, je vais vous parler de l'autre livre que j'ai lu, qui celui-là a été complètement différent. Le deuxième livre que j'ai lu sur ma liseuse, c'est Comment vaincre un roi démon en 10 étapes. Donc pareil, je vais vous mettre plutôt la couverture, je pense, en couleur dans le coin. C'était une super lecture. En fait, je l'ai un peu pris comme ça, en me disant « Oh, il a pas l'air trop long, ça a l'air un peu rigolo le résumé. » Un petit coup de cœur, encore une fois, ce livre a été très agréable à lire. En fait, on va suivre l'histoire d'une nana qui, littéralement, son monde, c'est un jeu vidéo. Elle ne peut pas accéder à la catégorie, enfin à la classe héros, parce que il faut être soit fermier, soit orphelin, et elle n'est ni l'un ni l'autre. Donc, elle va commencer à bosser une autre catégorie, une catégorie méconnue de tous, bref, pour accéder à un inventaire. Ça va être le fil rouge du livre, son inventaire. Et en fait, on comprend que cette œuvre est clairement une ode à l'amour que l'auteur a pour The Legend of Zelda, la licence Zelda en tout cas. En fait, j'ai pas tilté tout de suite. Tous les 100 ans, le roi démon se réincarne. Et bien sûr, il y a la réincarnation du héros également tous les 100 ans pour affronter le roi démon. Le roi démon, il a encore 70 ans devant lui et il a déjà conquéri plus de 50% de la Terre. Et en fait, elle se dit, mais si on ne fait rien, on va se faire massacrer. Elle va devoir récupérer des anneaux sacrés pour pouvoir ouvrir le portail qui entoure l'espèce de château maléfique du roi démon. Et en fait, on va suivre cette jeune femme qui n'est pas du tout le héros de son aventure, mais qui a décidé de ne pas attendre que le héros se réincarne dans 100 ans pour ne pas se laisser mourir. En fait, elle dit mais on va vraiment attendre qu'il se réincarne. Elle va se faire amie d'un prêtre du temple de l'épée où l'épée sacrée est plantée dans un rocher. Seul le héros peut la retirer. Et en fait, il va leur arriver des péripéties. Mais si vous êtes fan de Zelda, je pense que ce livre est fait pour vous. Si vous êtes même fan de jeux vidéo, ce livre, c'est un jeu vidéo. Et c'était tellement drôle, j'ai tellement rigolé en lisant ce livre. Non, mais c'était vraiment une super lecture. Moi, je me suis dit, je vais lire ça comme ça, un peu en lecture, on va dire, où je me prends pas la tête. Et en fait, c'était trop bien. J'ai passé un super moment. C'était drôle, c'était rafraîchissant. Au bout d'un moment, j'ai un peu joué à Zelda dans ma vie, mais pas tant. J'ai capté, j'ai dit, mais attendez, il y a des références à Zelda tout le temps. Heureusement pour moi, je connaissais un peu l'univers. Alors, je pense que même si vous n'êtes pas hyper calé en Zelda, vous pouvez vous amuser en lisant ce livre. Hein. C'est pas un frein de lecture.
Et même à la fin, les chutes, très bien. Et même le livre pourrait potentiellement avoir une suite. Et je pense que ça me plairait assez. S'il y avait un tome 2, je pense que je le lirais. Pareil, je pense que je l'ai lu en 2-3 jours. Je l'ai lu assez rapidement, mais il se lit très bien. Il se lit très très bien. Donc voilà, je vous recommande grandement Comment tuer un roi démon en 10 étapes. C'était une super lecture. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler d'un webtoon plus tôt. Bon, bah, retour au webtoon. J'ai lu un webtoon qui s'appelle Une demande en mariage inattendue. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme. En fait, c'est assez flou et c'était pas toujours très bien expliqué. Son père est le roi et elle l'a dénoncé à l'empereur parce qu'il a fait des choses illégales, il semblerait. Le demi-frère de l'empereur débarque et massacre littéralement sa famille, dont son père le roi, qu'elle avait elle-même blessé. Bref, elle se fait emprisonner. Au début, personne ne comprend que c'est une princesse parce que, en fait, on comprend que sa famille l'a mis de côté, à l'écart, et l'a maltraitée, ne la considérait pas du tout comme une princesse. Et en fait, au bout d'un moment, lui la reconnaît et lui dit Mais princesse, c'est vous qui avez blessé votre père, c'est vous qui l'avez dénoncé. Et il finit par lui accorder le droit de vivre. Sauf que elle ne veut pas. Elle lui dit Mais moi, je mérite de mourir, c'est tout ce que je mérite. Vous avez tué toute ma famille. Bref, on sent qu'elle n'a plus le goût de vivre du tout. Sauf que lui, étonnamment, ça le chagrine assez. Il n'a pas envie de la voir mourir et en fait, on va très vite se rendre compte que cette femme ne le laisse pas indifférent. On comprend qu'il va avoir des sentiments pour elle. Elle, au début, elle n'est pas très réceptive parce qu'elle se considère comme esclave de guerre, hein, donc elle se dit il fait ce qu'il veut de moi je m'en fiche, j'ai juste envie de mourir. Il va réussir à lui redonner le goût de vivre, elles vont tomber amoureux. Il va la ramener dans son royaume, qui est un royaume où l'hiver est assez long, il me semble, ce sont des terres assez froides. Sauf que l'empereur va finir par faire un call avec son demi-frère et lui dire mais je t'avais dit de tuer tous les gens de cette famille et toi tu as sauvé une princesse. Et il lui dit oui, non, mais voilà, effectivement, je l'ai sauvée. Avec son frère, l'empereur, ils vont faire un pari. Il lui dit je suis sûr que tu vas tomber sous le charme de cette femme. Et le pari est lancé. Bon, il tient à peine la fin de la journée, je crois. Il s'avère qu'il tombe complètement sous le charme du coup de l'héroïne. Et j'ai pas trop envie de vous raconter la suite parce qu'il se passe des bails, mais l'empereur il veut pas du tout qu'il épouse une esclave, même si elle est d'une lignée noble. C'est une prisonnière de guerre, donc elle n'est techniquement plus qu'une esclave, donc il est pas très chaud pour qu'il épouse une esclave. Mais pourquoi l'empereur n'a pas envie qu'il épouse une esclave? On comprend que lui-même, sa mère était, je crois, danseuse. Et en fait, il est d'une lignée pas tout à fait noble. Et c'est quelque chose qui l'a pas mal travaillé tout au long de sa vie, d'être un peu perçu comme un bâtard, du coup. Et il a cette impression que ça devrait être son frère qui devrait être sur le trône. Tout va partir en vrille parce que son frère va essayer de lui trouver une fiancée. Il y a une princesse qui débarque au château. Alors, le Lord va tout faire pour cacher notre héroïne aux yeux de cette noble. Et je vais m'arrêter là pour l'histoire. C'est ce genre de webtoon où c'est des intrigues politiques, des enjeux. Il y a des gens qui ont des choses à perdre, d'autres à y gagner. Là où je suis allée au bout de ce webtoon, c'est en pause actuellement. En gros, la saison 1 vient de se terminer. J'ai bien aimé, mais c'est pas mon webtoon favori de l'année. Les 4 derniers épisodes, c'est what the fuck, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, il y a toute l'histoire là qui, tac, tout se met en place. Voilà. J'ai lu le petit recueil Le pêcheur et son âme. Donc c'est 3 nouvelles d'Oscar Wilde. Il y avait du coup Le pêcheur et son âme qui était la plus longue, L'enfant de l'étoile et L'ami dévoué. Le pêcheur et son âme, c'était relativement intéressant. Au début, je comprenais pas trop où l'histoire voulait aller. C'est l'histoire d'un pêcheur qui tombe amoureux d'une sirène, mais en fait, le prêtre lui dit qu'il ne peut pas vivre avec cette sirène parce qu'il a une âme et que les sirènes n'ont pas d'âme. Donc il veut renoncer à son âme. Il va y arriver grâce à l'aide d'une sorcière, sauf que son âme, elle se matérialise un peu comme s'il s'était dédoublé. Et son âme, elle va partir vivre des aventures. Et la fin de l'histoire m'a surpris. Et ça se finit pas spécialement bien, je tiens à le préciser. L'enfant de l'étoile, pareil, c'est un peu un côté petit conte. Et pareil, ça se termine bien et mal. En fait, l'histoire pourrait bien se terminer, puis Wilde, il a rajouté 3-4 lignes, et en fait, ça se termine mal. Ça m'a donné une sensation un peu étrange en la lisant. Et quant à l'ami dévoué, c'est un peu une fable aussi. Ça faisait un peu côté fable, parce que je crois que c'est des animaux qui racontent l'histoire. Je pense que c'est celle qui m'a le plus plu, l'ami dévoué. Parce qu'elle avait clairement une morale,
et à la fin, la personne à qui on raconte cette, fable ne comprend pas la morale de l'histoire et j'ai trouvé ça assez rigolo parce qu'il est vrai que parfois les gens ne veulent voir que ce qu'ils veulent voir. Rien à dire de plus, sur ce petit recueil. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes lectures. Ça sera une vidéo peut-être un chouïa longue là, je vois que ça fait un moment que je tourne. J'ai lu pas mal de trucs finalement, en ce mois d'octobre. J'espère que vous aussi, vous avez eu des bonnes lectures ou que je vous ai donné des envies de lecture et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!